du même côté de la table pour mettre ces problèmes devant nous et voir ensemble comment les résoudre, on ne s'en sortira jamais. Les syndicats, par définition, sa vocation, c'est d'améliorer les conditions. On ne peut pas leur empêcher de revendiquer leur amélioration. Mais l'État aussi, qui a la gestion des ressources globales du pays, ne peut pas affecter de façon déséquilibrée des parts aussi importantes des ressources qui appartiennent à tous à une seule catégorie. Mais dans tout ça, est-ce qu'on pense à l'avenir des enfants? Ah ben non, mais justement, écoute, de toute façon, les enfants, leur avenir est entre les mains et de l'État et des acteurs qui sont les autres composantes de la communauté éducative. Dans la communauté éducative, tu as les parents, tu as les enseignants, tu as l'État et tu as les partenaires au développement et tu as les enseignés. Alors, maintenant, les enseignants, eux, voilà, c'est la société dans son ensemble qui a la responsabilité de les accompagner pour les mettre dans les conditions optimales de préparer leur avenir, en leur donnant une éducation de base et une formation qui en fera de bons professionnels et de bons citoyens demain. Alors donc, c'est à nous justement de mesurer nos responsabilités de ce point de vue-là. Surtout que, comme on voit la tendance se dessiner dans la dernière période, à l'époque on avait les grèves et des enseignants et des élèves. Aujourd'hui, c'est de plus en plus les enseignants qui sont en grève et les élèves le sont de moins en moins. C'est qu'eux-mêmes, ils sont en train de faire un sursaut et de se rendre compte qu'à force de faire grève, c'est leur propre avenir qu'ils mettent en jeu. Alors, donc ça, je pense qu'aujourd'hui, les conditions au plan psychologique sont réunies pour que dans une atmosphère de sérénité, voilà, les différents acteurs puissent se parler. Il y a une grosse inquiétude des parents parce que parmi ces élèves, il y en a ceux qui vont à l'école publique. Il y en a qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens d'amener les enfants dans les écoles privées. Est-ce qu'on pense à l'avenir de ces jeunes-là, puisqu'on dit qu'aujourd'hui que la plupart des hommes politiques sénégalais sont passés par l'école publique pour avoir de l'ascension sociale? Mais absolument, c'est un problème de démocratie sociale, de fond qui se pose. Voilà. Et là, il faut qu'on rediscute d'abord sur le système. D'abord, régler la question de la pacification de l'espace, qui est la première condition. Parce qu'on ne peut pas ôter aux enseignants le droit de grève. C'est des travailleurs comme n'importe quel autre travailleur. Mais dans certains secteurs, on peut dire, même s'il y a droit de grève, ça doit être codifié. On peut décréter, je donne comme ça une idée. Écoute, j'ai une idée que j'ai partagée avec des professionnels comme moi du secteur, parce que nous sommes aussi tous des enseignants. Écoute, l'idée que, bon, écoute, on peut dire que décréter qu'on ne peut pas faire grève plus d'une semaine par mois, par an. Mais que quand l'idée d'une grève doit être mise sur la table, que cette idée-là, vraiment, qu'elle corresponde à des exigences, vraiment, dans lesquelles presque aucun Sénégalais ne pourrait ne pas se retrouver. Je donne cet exemple. Donc, il faut que dans ce cadre, c'est pourquoi il faut qu'on aille vers un dialogue. Il y a eu un débat qui a été posé, le retrait des salaires pour ceux qui font grève. En soi, c'est juste. Mais en vérité, parce que même dans les vieilles démocraties, si vous savez, les grands syndicats, le trade union européen qui ont été à la base du mouvement syndical, en général, c'est des syndicats très riches. Et lorsque leurs travailleurs font grève, c'est les syndicats qui prennent en charge les salaires. Parce que les syndicats ont même des entreprises. Alors, lorsqu'on est dans un contexte de pays pauvre, voilà, où ces possibilités-là n'existent pas, on fait grève 900 heures, sur les 900 heures, il arrive que près de 300 heures ne soient pas remplies, l'État est en droit de dire, écoute, ça ne peut pas continuer de payer des gens. Mais en même temps aussi, comme c'est un droit acquis et qui n'est pas remis en cause, on ne peut pas ne pas reconnaître. Alors, c'est de dire que tant qu'on restera dans cette approche conflictuelle, on ne s'en sortira pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui la situation est telle qu'aujourd'hui que le président lui-même doit monter au créneau, rencontrer les enseignants, discuter avec eux, peut-être faire des promesses ou bien écrire des choses qu'ils peuvent respecter aussi? Je suis d'accord. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? L'État pris au collet, souvent, bon, écoute, pour s'en sortir, accepte, en sachant, et maintenant négocie sur les délais d'exécution. Parce qu'en général, l'État ne dit jamais je ne fais pas. Voilà. Je ne respecte pas mes engagements. L'État de dire cet engagement, je l'ai pris, mais dans les circonstances actuelles, je n'ai pas les moyens parce que aussi j'ai d'autres contraintes et d'autres priorités. Et c'est sur ça que les gens butent. Alors tout ça, ça signifie qu'il nous faut une évaluation exhaustive, un diagnostic sérieux et nous mettre autour d'une table dans une approche positive où personne ne part avec a priori l'idée que l'autre est en train de vouloir lui faire un bébé dans le dos. Il faut qu'on sorte de cette logique de défiance et de méfiance pour construire une société de confiance qui nous permet à chacun, là où il se situe,
d'apporter sa contribution tout en étant attentif aux contraintes de l'autre. Mais l'État, qu'on le veuille ou non, fait face à cette contrainte-là. Et n'importe quel État, voilà, confronté à cette situation, écoute, est en difficulté. Quand tu mets 40% du budget dans un secteur et que le personnel, le fonctionnement consomme 90%, écoute, et qu'on a une masse critique parce que tes secteurs à haute intensité de main-d'œuvre, voilà, écoute, les magistrats ne font pas 500. Quand tu fais des concessions aux magistrats, écoute, ça fait une masse budgétaire maîtrisable. Les enseignants sont 80 000. Oui, mais c'est ça le problème qu'on pose les enseignants. Ils ont dit que oui, les magistrats, c'est nous qui les formons. Quand Abdoulaye Wade était là, il a augmenté de façon substantielle le salaire de ces gens-là. Mais nous, qui aussi participons à la formation de la nation, nous méritons augmentation de salaire. C'est clair. Du point de vue du principe, il n'y a aucun problème. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à chaque fois que l'État fait surtout que l'État quand même a posé des actes. Si on compare le niveau de traitement dans le secteur de l'éducation et dans le secteur de la santé, dans la période comprise entre 2000 et 2014, quoi qu'on dise quand même, autant du point de vue de l'accessibilité, de l'offre des services sociaux de base, que du point de vue de l'accroissement des effectifs et de l'amélioration des conditions des effectifs, quand même des avancées notables ont été faites. Maintenant, il est certain, par exemple, tu prends la question du logement, écoute, qui est un instrument de travail pour l'enseignant, tout le monde comprend la sensibilité aussi du corps enseignant sur ces questions-là. Voilà. Mais tout ça, ça doit se gérer dans une approche planifiée, d'une part. Et d'autre part aussi, il faut dire qu'à un moment donné, il y a eu un dérèglement dans le système d'organisation générale de la fonction publique. Parce que, écoute, des acquis qui ont été conférés à des secteurs, parce que c'était des secteurs maîtrisables. Quand on donne des indemnités à des gouverneurs, écoute, ça fait 14 gouverneurs qu'il y a dans le pays. Quand tu en donnes à des préfets, c'est 45 préfets, 90, combien ils sont au bord? 45 au maximum. Quand tu en donnes à des magistrats, c'est 300, 400. Quand tu en donnes des enseignants, c'est 80 000. Alors, donc, c'est pourquoi, autant on ne peut pas ne pas gérer ces cas-là, mais autant en les gérant, il faut garder en vue la cohérence. Ça ne pose pas le problème de la justice sociale, comme l'avait dit le président Macky Sall, que c'est l'une de ses priorités. Il y a un problème de justice sociale. Mais tout à fait, c'est un problème de justice sociale, un problème de démocratie sociale, mais un problème de réorganisation. Il faut qu'on repense notre fonction publique. Parce que justement, c'est le refus de poser des actes qui étaient pouvaient être de nature à rompre cet équilibre, qui a justifié que les 40 ans du règne socialiste, pratiquement le point indiciaire n'a pas bougé, d'une part, et d'autre part, la nomenclature globale de la fonction publique n'a pas changé, et également les ordres de revenus, également, les grilles indiciaires n'ont pas évolué. En 2000, sous la poussée des forces sociales, il y a eu des avancées qui ont été faites, mais ces avancées ont créé de nouveaux déséquilibres. Alors c'est pourquoi tout ça, c'est des questions très complexes. Il faut qu'on se mette autour d'une table pour les envisager. Mais aucun Sénégalais sérieux, moi je suis convaincu qu'il s'agisse du ministre de l'Éducation, qu'il s'agisse du Premier ministre, du ministre des Finances, comme du président de la République, personne ne souhaite valoriser la valorisation de la fonction de ceux qui ont la responsabilité de porter, préparer l'avenir de notre jeunesse mieux qu'eux. A priori, je ne vois pas pourquoi moi, je devrais me considérer plus patriotique qu'eux. Voilà, je pense que les mêmes sentiments patriotiques que j'ai, ils le partagent. Maintenant, il y a des contraintes objectives qui pèsent. Ces contraintes-là, il faut qu'on les partage. Et si on analyse ce qui se passe dans le champ politique et dans le champ syndical parmi les enseignants aujourd'hui, est-ce que ça ne constate pas quelque part ce que les gens disent qu'il y a une fracture dans la société sénégalaise? Ah ben c'est clair. En fait, vous savez, ça c'est une nouvelle difficulté que nous avons. Parce que nous faisons face, un État, il fait face aux ce qu'on appelle les demandes sociales. Il y a la demande sociale classique qui concerne pour l'essentiel les services sociaux de base, l'éducation, la santé, les transports, le logement, etc. Mais à côté de ces demandes sociales classiques, nous faisons face à de nouvelles demandes sociétales. Nos sociétés ont évolué. On a une masse critique de plus en plus importante d'hommes et de femmes qui ont un niveau culturel, technique, scientifique, tel qu'ils ont les mêmes aspirations et les mêmes attentes que leurs équivalents des sociétés développées. Et avec la révolution médiatique
voilà, que nous vivons. Aujourd'hui, ce qui se passe en Inde ou au Japon, ça se voit tout de suite au Sénégal, etc. etc. Aujourd'hui, nos sociétés deviennent de plus en plus complexes, où il faut faire à une demande quantitative, en termes de besoins sociaux à satisfaire, voilà, d'infrastructures sociales à monter, de demandes sociales, de réduction du coût de la vie, d'une part, et d'autre part, faire face à des demandes sociétales. Les gens demandent plus de démocratie, ils demandent plus de transparence, plus d'éthique dans la gestion des ressources, etc., etc. Et c'est un peu toutes ces nouvelles demandes qu'on peut considérer comme des demandes qualitatives que nous devons gérer. Alors c'est pourquoi on ne peut pas s'en sortir si on ne revisite pas notre mode de gouvernance. Il faut qu'on fonctionne sur de nouveaux paradigmes. Aujourd'hui, la relation verticale traditionnelle entre les dirigeants et les citoyens est dépassée. On est de plus en plus dans un rapport de type vertical, horizontal plutôt, où les différents acteurs négocient des consensus entre eux. Ce n'est que de cette manière qu'on peut s'en sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, la classe politique sénégalaise, l'élite en tant que telle, a compris cela? On a l'impression que toujours, on est toujours dans une sorte d'héritage depuis les années 60 jusqu'à présent, mais que les gens n'ont pas compris réellement que la société a muté et elle a changé. Je suis entièrement d'accord et je pense que c'est l'un des grands problèmes que nous devons résoudre, la problématique de la gouvernance. C'est pourquoi le débat sur les institutions est capital. Ça doit dépasser simplement de donner plus de pouvoir à l'Assemblée. C'est tout le style de gouvernance qu'il faut revisiter. Les relations entre dirigeants et citoyens, les relations entre administrateurs et administrés, les relations entre dirigeants politiques et militants, tous ces rapports doivent être revisités. Et l'État doit revisiter ses rapports avec les citoyens sur une base plus horizontale, où l'État n'est plus là à être dispenseur de biens seulement, mais il doit être là pour être un acteur, une composante dans une coalition où chaque acteur joue son rôle. Aucun pays ne peut se développer aujourd'hui s'il n'y a pas une sorte de complicité entre les décideurs politiques, les acteurs économiques, le secteur privé et la société civile. Mais au Sénégal, est-ce qu'il y a un consensus sur le modèle de développement? Mais justement, c'est ça qu'il faut construire. Il faut qu'on construise ce consensus pour que chaque acteur puisse être mis dans les conditions optimales de jouer son rôle. Parce que l'État n'a pas vocation à développer un pays. L'État a vocation à créer le cadre et à accompagner les acteurs qui, eux, portent le pays. C'est les citoyens sénégalais qui vont développer le pays. Ce n'est pas l'État. L'État, son rôle, c'est de les accompagner. C'est un rôle d'encadrement, un rôle d'orientation, un rôle d'accompagnement et un rôle d'impulsion. Voilà. Pour que chaque acteur, à l'échelon où il se situe, qu'on le mette dans les conditions optimales de jouer son rôle. Mais dans ces pays-là, il y a des forces sociales qui portent un peu ce débat. Mais au Sénégal, il y a aussi des forces d'inertie. Les forces de progrès et les forces d'inertie, il y en a dans toutes les sociétés. Maintenant, les sociétés qui progressent, c'est là où les élites comprennent qu'il faut aller dans les bonnes directions. Et effectivement, je partage avec vous l'idée selon laquelle, jusque-là, on fonctionne sur un modèle de gouvernance qui est plus ou moins dépassé. Voilà. Même dans la gestion des partis. Si aujourd'hui, beaucoup de citoyens se détournent des partis, parce que les partis sont devenus presque les propriétés des dirigeants. Or, ce modèle est dépassé. Il faut qu'il y ait la démocratie interne. Les partis doivent être en leur sein les lieux d'apprentissage de la démocratie. Quelqu'un qui n'applique pas la démocratie dans son parti, s'il arrive au pouvoir, s'il vous dit qu'il va appliquer la démocratie à l'échelle du pays, il raconte des histoires. Ce n'est pas vrai. Mais c'est là aussi qui sont dans les partis, qui les partagent avec les dirigeants aussi. Est-ce qu'ils s'impliquent davantage dans la constitution des partis? Parce que si c'est le dirigeant qui donne tout, qui fait tout aussi. Mais c'est justement ce modèle qu'il faut rompre. Il faut rompre avec ce modèle. Il faut rompre avec ce modèle pour que les partis cessent d'être simplement des instruments de collecte de suffrage, d'une part, et être simplement un instrument de négociation ou de gestion des rapports de force au service du dirigeant. Non. Ou d'une coalition de dirigeants. Il faut que les partis soient des lieux d'éducation, soient des familles, soient des cadres où on se forme les gens, où on pratique la démocratie et où également on se prépare. On forme les acteurs, on éduque les militants, on les prépare à l'exercice aussi de responsabilité ultérieure. Parce qu'en vérité, le parti, comme je le disais tout à l'heure, doit être un simple instrument de collecte de suffrage pour être aussi un parti de développement et un parti de gouvernement. Mais ça se construit. Ça se construit. Abdou Fall, merci infiniment d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci aussi au Théorubi qui nous a accueillis dans ces beaux jardins. Merci. Au revoir. Thank you.